Merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Jacques Attali. Mais dans ce cas-là, devrions-nous renforcer la réglementation des banques? Et si oui, comment? La réglementation des banques doit être renforcée et elle ne peut l'être de façon efficace que si c'est fait à l'échelle mondiale. C'est pourquoi il ne peut y avoir véritablement de réponse à la question dont nous parlons maintenant que si on était capable, et c'est loin d'être le cas, de mettre en place une réglementation réellement planétaire qui permette d'y échapper. Aujourd'hui, nous avons un début de réglementation bancaire aux États-Unis qui limite un tout petit peu les turpitudes dont je viens de parler des banques. On a un peu la même chose en Europe, mais qui limite moins encore qu'aux États-Unis les turpitudes des banques, c'est-à-dire leur possibilité d'utiliser l'argent à compte propre, et évidemment encore moins dans un très grand nombre d'autres parties du monde. Et comme la finance, c'est du virtuel, les technologies permettent à une banque américaine ou européenne de faire dans n'importe quel paradis fiscal ce qu'elle souhaite purement par un jeu d'écriture virtuelle. On change de sujet. L'économie, comme vous le répétez souvent, a besoin d'être envisagée sur le long terme. Or, les hommes politiques sont enfermés dans une logique de court terme. Comment peuvent-ils être efficaces dans ces conditions? D'abord, ce n'est pas propre aux politiques. Les hommes d'entreprise sont souvent, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, condamnés au court terme. Parce que d'abord, il faut faire leur fin de mois, il faut payer leur salaire, il faut que leur entreprise survive. Ils sont condamnés à vivre à court terme. Et ceux qui dirigent des grandes entreprises regardent le cours de bourse et ils peuvent être virés si le cours de bourse baisse. Donc, ils ont une obsession de court terme. Donc, nous sommes tous dans cette situation d'avoir à survivre à la seconde qui suit, mais en même temps de penser à l'avenir. Et donc, de même, si un jour, j'imagine que tous, je vous le souhaite, seraient mère ou père de famille, vous aurez à la fois à gérer la survie de l'instant, mais aussi à penser à préparer l'éducation de vos enfants et à créer les conditions pour qu'ils aient la meilleure vie possible. Et si possible, une vie meilleure encore que la vôtre. Donc on a en permanence cet équilibre. Et les hommes politiques sont comme les autres, ils ont ça. Alors là, il faut distinguer, je crois, les hommes politiques selon la nature du mandat qu'ils occupent. Si vous avez un mandat dans lequel vous avez du temps, c'est par exemple un mandat de maire, parce que vous ne pouvez pas être viré pendant 6 ans. Dans ce cas-là, vous pouvez déjà commencer à penser au long terme. Vous êtes extrêmement coupable de ne pas penser au long terme parce que vous avez le temps, au moins 6 ans, de le faire. Et donc, vous devez lancer des projets. Par contre, si vous avez un mandat qui est révocable ad nutum, si vous êtes ministre, c'est quelque chose qui est une fonction extraordinairement éphémère, vous pouvez être viré dans la minute. Dans ce cas-là, c'est très difficile d'être amené à penser au long terme parce qu'un ministre, qu'est-ce qu'il craint? S'il est un homme d'État, il veut laisser une trace et faire une loi qui porte son nom ou quelque chose d'important, mais en réalité, il est confronté à la peur de ce que ça entraîne des manifestations de rue et que le Premier ministre ou le Président lui dit « Écoute, tu nous embêtes, tu t'en vas ». Et donc, les ministres, les hommes politiques dans la position de ministre ne peuvent pas être des hommes qui imposent une vision de long terme. Seuls peuvent le faire les maires, les présidents de région, les présidents de la République, parce qu'eux aussi, comme les maires, ont un mandat long. Et si le président de la République n'est pas en situation, il ne remplit pas son mandat, il ne remplit pas sa mission. C'est à la fois extrêmement humble, c'est penser au long terme, et aussi assez narcissique. Si je pense au long terme, je pense aussi à l'image que je laisserai dans le long terme. Et quelle est votre position sur le nombre de mesures fiscales qu'a pris le gouvernement récemment? Un pays ne peut pas vivre, pour répondre brièvement d'abord à votre question, puis ensuite détailler, je dirais, je suis pour les mesures qui ont été prises et je suis ravi de payer des impôts. Voilà. Deuxièmement, pourquoi je dis ça? D'abord parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où, depuis 2010, c'est-à-dire depuis le gouvernement Jospin, les impôts ont baissé et les dépenses publiques ont augmenté. Si nous avions aujourd'hui, disons, si nous avions eu en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, le même niveau de fiscalité qu'en 1999, et la fiscalité a beaucoup baissé, on aurait 20 points de dette publique en moins. Donc,
il était normal, pour rattraper les pertes fiscales, d'augmenter les impôts. Peut-être les augmenter trop, parce qu'il s'agit de compenser un trou. C'est donc doublement pénible, parce que d'abord, il faut les augmenter beaucoup pour compenser le retard passé, et ensuite parce qu'on est un peu comme des drogués. C'est pas vous, parce que vous, ayant l'âge que vous avez pour la plupart de cette salle, vous ne payez pas d'impôts, mais vos parents en payent. Nous étions les impôts augmentés, tout le monde s'est dit, oulala, mais les impôts augmentent. Non, ils n'augmentent pas, ils rejoignent un niveau antérieur. Et donc, moi, je pense que nous avons eu une période de démagogie extraordinaire, où on a laissé augmenter les dépenses publiques, souvent de façon excessive, et où on a baissé les impôts de façon démagogique. D'ailleurs, une des marques de cette tyrannie du court terme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça. C'est j'augmente les demandes publiques pour être populaire et je baisse les impôts pour être populaire. Mais on ne pense pas au long terme. Et le long terme, il nous rattrape. Il nous rattrape maintenant. Il faut remonter les impôts parce qu'on va dans le mur. Il faudrait aussi, pour augmenter les impôts, pour que l'augmentation des impôts soit légitime, il faut d'une part bien les expliquer et d'autre part justifier l'usage qu'on en fait. L'usage qu'on s'en fait, c'est par exemple justifier l'usage de l'argent public. Alors pour prendre 2 exemples d'actualité, bien expliquer les impôts. Moi je trouve, je l'ai dit en privé aux intéressés, parce que je ne parle pas, ma règle c'est que je ne parle pas en public, en bien ou en mal d'un gouvernement, si je ne l'aurais pas dit en privé, puisque j'ai le privilège de pouvoir le faire. Ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai dit en privé aux intéressés. Je trouve une folie de ne pas appliquer l'écotaxe. L'écotaxe est un bon impôt, très bon impôt. Et c'est de la démagogie que de ne pas l'appliquer. C'est un impôt excellent pour l'environnement. C'est un impôt excellent parce qu'il taxe surtout les camionneurs étrangers, donc ça a une fonction de quasi-dévaluation masquée. C'est une fonction excellente parce que ça va forcer des gens qui produisent des produits qui ne sont pas locaux, qui ne sont pas utilisés localement, qui sont des destructeurs de l'environnement à changer de modèle de production. Un excellent impôt, et ne pas l'appliquer est une erreur. Bien sûr, il y a eu peut-être de la corruption sous le gouvernement précédent dans la mise en place de ce taxe, mais c'est autre chose. Il faut appliquer cet impôt. J'espère que cet impôt sera appliqué. Et puis, deuxièmement, il faut que l'argent soit bien utilisé. Alors, l'argent est bien utilisé. Regardons les différents usages des impôts. L'armée, personne ne conteste qu'on a une excellente armée en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment, on a une très bonne armée. Quand elle y va, elle fait le travail. Deuxièmement, la police, elle fait son travail. Bon, je considère qu'il faut respecter ce qu'elle fait, et elle fait très bien ce travail. Et Dieu sait qu'ici, elle en a du travail. Troisièmement, la santé. La santé, on en a pour son argent parce que l'espérance de vie augmente. L'espérance de vie augmente. Tant que l'espérance de vie augmente et que l'espérance de vie en bonne santé augmente, on a pour son argent. Le secteur où on n'en a absolument pas pour son argent, c'est l'éducation. L'étude PISA qui est sortie ce matin le démontre, plus encore, on n'a pas pour son argent dans l'éducation en France. C'est du gaspillage, c'est mal utilisé, notre modèle scolaire est catastrophique, on sait ce qu'il faudrait faire mais on ne le fait pas, qui est à la fois donner davantage de pouvoir aux directeurs d'école pour créer les conditions d'une école adaptée aux environnements, c'est aussi casser le plafond de verre qui fait que quand on vit dans les quartiers, le seul avenir c'est le bac pro, et que personne ne vous dit à propos il y a un bac général et vous pourriez faire des grandes écoles. Combien d'entre vous viennent des quartiers? Je suis sûr que ce n'est pas 25% comme ça devrait l'être. Et si vous regardez vos professeurs et les ministres, vous avez aussi une représentation des minorités visibles qui est un scandale. Le pays va mourir du non-usage des talents qui sont aujourd'hui perdus dans les quartiers. Pourquoi d'ailleurs l'ONG que je préside, nous travaillons non seulement dans 80 pays, mais nous travaillons dans les quartiers en France pour aider les jeunes des quartiers à faire leur place comme les minorités des générations précédentes, les Italiens, les Polonais, les Juifs. Il a dit israélites, ce qui est une façon antisémite de parler, mais bon, passons. Les minorités précédentes se sont exprimées et ont pu se manifester. Aujourd'hui, il y a un blocage sur les jeunes des quartiers, et j'entends les jeunes musulmans, il faut appeler ça les choses par leur nom, les jeunes musulmans et les jeunes noirs ont une difficulté majeure, j'en vois pas beaucoup dans cette salle, et ce n'est pas de votre faute, pour créer les conditions de participer à l'élite nationale comme il devrait. Donc l'impôt, très bien, mais il faut que l'école justifie l'usage qu'elle fait de l'argent public. Et de plus en plus de gens, justement, peinent à avoir une différence entre la gauche et la droite. Cela correspond-il, selon vous, à une illusion ou même à un appauvrissement des idées et du débat démocratique ?
C'est une question très importante. D'abord, d'où vient le concept de gauche et de droite? C'est un concept qui est né en France, alors qu'il aurait pu naître ailleurs, mais c'est un concept qui est né en France, qui est né par hasard un jour de juillet 89, pas le 14 juillet, mais quelques jours plus tard, parce que quand les États généraux se sont réunis de façon indépendante, le président s'est mis au milieu, puis la noblesse s'est dit « nous sommes les nobles, donc on est à la droite du président », parce qu'on est là, les nobles, et le tiers-État s'est mis à gauche parce que c'est le seul endroit où il y avait de la place. Et ils sont restés là comme ça, et progressivement, la droite et la gauche... bon. Et ensuite, d'autres pays, l'Angleterre, les États-Unis, ont repris le concept, même si le concept n'est pas le même. On ne parle pas de droite et de gauche, ni aux États-Unis, ni en Angleterre. On parle de la gauche, mais pas de la droite. Enfin, c'est culturellement très... Enfin, l'idée qu'il y ait au moins deux orientations, au moins deux, c'est bien. Moi, je ne suis pas très favorable au gouvernement d'union nationale, sauf dans une période difficile. Dans une période très difficile, on peut imaginer un gouvernement d'union nationale, mais à condition qu'il fasse des réformes majeures. Par exemple, en 1945, il y a eu un gouvernement d'union nationale pour faire des réformes majeures, et les réformes étaient décidées, l'union nationale a permis de les faire. Et elles ont été efficaces, et ça a marché. Mais un gouvernement d'union nationale qui n'aurait pas un programme de réforme majeure, ça ne marche pas. Parce que ça ne peut que décevoir, et à ce moment-là, ça laisse la place à ceux qui ne sont pas dans l'union nationale, c'est-à-dire les extrêmes. C'est pour ça que je suis très inquiet du gouvernement d'union nationale allemand, aujourd'hui, parce que c'est un gouvernement qui n'a pas un programme extraordinairement fort et qui peut décevoir beaucoup dans les années qui viennent. Mais on verra ça dans 3-4 ans. Donc, l'opposition, l'alternance est une forme de manifestation de la liberté de choix qui donne du sens à la démocratie. Donc, je pense qu'elle doit être claire. Maintenant, qu'est-ce qui distingue la gauche et la droite? En France, il y a deux droites et il y a deux gauches. Il y a une droite conservatrice, identitaire, qui protège le territoire, qui protège l'identité nationale, qu'on trouve finalement très dans beaucoup de dimensions proches l'un de l'autre. Hein. Il y a de l'extrême droite dans la droite et de la droite dans l'extrême droite. Vous avez une autre droite qui est la droite libérale, l'esprit d'entreprise, les entrepreneurs, la création de richesses d'abord. Vous avez deux gauches. Vous avez une gauche qui est libérale et sociale, qui dit oui, je suis libéral, mais l'égalité des chances, c'est aussi important que l'esprit d'entreprise. Donc, l'égalité des chances et la liberté d'entreprise. Et puis, vous avez une gauche qui dit non, l'égalité, c'est le plus important, même s'il faut pour ça fermer les frontières, l'égalité est le plus important. Donc, vous avez 4 familles politiques. Et pour l'instant, c'est les 2 familles de gauche qui sont alliées, les 2 familles de droite. Non, à droite, il y a une partie de la famille qui est exclue, comme à gauche, il y a une partie de la famille qui est exclue, mais on n'a pas de gouvernement d'union nationale. On en a eu en 1945, en 1958, et c'est tout. Un petit peu en 1988, ça a duré quelques semaines, et heureusement pas très longtemps. Mais je pense qu'un gouvernement d'union nationale serait utile le jour où ce pays aurait assez mûri pour décider enfin de se réformer. Alors moi, j'aurais une question pour réagir par rapport à ce que vous avez pu dire tout à l'heure sur l'histoire de dette qu'on peut avoir par rapport à l'investissement des parents sur l'éducation et qu'on peut dilapider peut-être en partant par exemple à l'étranger. Et je voudrais que vous nous disiez si vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre moi je trouve la résistance au changement qu'on peut trouver en France, la peur d'entreprendre qu'il peut y avoir, et si une des solutions, ça peut passer par en partie l'expatriation pendant un temps de la jeunesse et des jeunes diplômés qu'on voit qui est de plus importante en ce moment. Je suis partagé dans ma réponse parce que, évidemment, pour chacun d'entre vous, à titre personnel, je ne saurais trop vous conseiller de partir. C'est une belle occasion d'apprendre, c'est une belle occasion de le faire. Moi, j'ai des enfants qui ont un peu plus âgés que vous maintenant, mais qui ont tous fait des études à l'étranger, donc j'ai pas de... Au contraire, je considère qu'il faut le faire. Mais il y avait un mot-clé dans votre question, c'est pour un instant, pour un moment. La question, c'est ce qui revient après. Alors, que la France ait besoin d'une diaspora durable à l'étranger, c'est très bien. Nous avons une diaspora, c'est très, très utile pour ceux qui restent liés à la France. C'est très, très précieux. Donc on a peut-être maintenant 3 millions de Français à l'étranger, c'est bien, c'est peut-être pas assez d'ailleurs, on peut en avoir plus, et ils sont souvent des acteurs très importants du lien avec la France. Et donc je ne suis pas contre que les jeunes partent. En Chine, c'est une expérience très intéressante, un jeune Français qui avait, enfin plutôt jeune, il devait avoir 35 ans, qui avait fondé sa boîte
qui disait un mal fou de la France. Il disait, c'est un pays horrible, jamais j'y retournerai, je pourrais rien faire avec ça, c'est affreux. Quand j'ai demandé ce qu'il faisait, il vendait des produits français en Chine. Bon. Et il vendait que ça. Il était très bien, et puis il venait en France pour faire ses achats. Bon. Donc ça, même s'il crache sur la France, il est utile à la France, puisqu'il vend des produits français en Chine. Mais... donc je suis partagé, je pense que c'est très utile de le faire. Je pense qu'il y a quand même deux ou trois raisons qui militent en plein en sens contraire. La première, c'est que ce sont quand même vos parents, directement ou indirectement par les impôts, qui ont payé vos études. Donc le fait que cet investissement ne serve pas au pays, c'est pas rationnel. Donc il faut, même si on part à l'étranger, qu'on serve. Et donc qu'on continue à travailler avec la France, en français, qu'on garde ce lien. On ne peut pas le forcer, parce que nous sommes tous des individus libres. Cette conférence touche à sa fin. Merci à vous, Jacques Attali. Merci. Merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup.